cimetière des empires, c'est ainsi que l'on a surnommé l'Afghanistan. Il y a plus de 2 millénaires, c'est là en effet que se sont fracassés les rêves de grandeur d'Alexandre le Grand. Et c'est là, bien plus tard, au XXIe siècle, que les armées occidentales ont fait la démonstration de leur impuissance face à la montée du djihadisme. Aujourd'hui, ce pays, l'Afghanistan, n'en finit pas de s'enfoncer dans le chaos, comme en témoigne encore l'assassinat il y a quelques jours de 6 humanitaires du CICR abattus dans le nord du pays. Avec nous ce matin pour s'interroger sur cet Afghanistan si tourmenté, l'écrivain voyageur, grand reporter Jean-Pierre Perrin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité à Paris jusqu'à 8h. Vous venez de publier aux éditions du Seuil Le djihad contre le rêve d'Alexandre, on y revient, fruit d'un voyage en Afghanistan, réflexion à la fois historique et géopolitique. Vous aviez publié également il y a quelques mois un livre consacré aux menaces qui pèsent sur le patrimoine oriental intitulé Menaces sur la mémoire de l'humanité. On aura l'occasion d'y revenir. Jean-Pierre Perrin, peut-être commençons avec ce drame survenu la semaine dernière, la mort de 6 travailleurs du CICR qui auraient été abattus par le groupe État islamique. Et dans les heures qui ont suivi, on a vu les talibans condamner cette attaque et promettre qu'ils feraient tout pour essayer de retrouver les coupables. C'est un peu ubuesque de voir les talibans comme ça se draper dans le rôle de justiciers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a quelques années, l'ONG Acted, à peu près dans la même région, à peu près dans les mêmes circonstances, a vu plusieurs de ces travailleurs humanitaires, à peu près un nombre équivalent, assassinés lors d'une embuscade par les talibans. Donc, vous voyez, on a les talibans maintenant qui se proclament des justiciers, on va venger ces humanitaires assassinés. Or, ils semblent avoir oublié qu'ils avaient commis à peu près les mêmes exactions, les mêmes assassinats dans des circonstances à peu près identiques quelques années auparavant avec l'ONG française Acted. Simplement, au-delà de ces tragiques événements, ce qui est aussi très inquiétant, c'est si ce ne sont pas les talibans qui sont responsables de l'assassinat des gens du CICR, c'est l'État islamique. Et ça signifie que l'État islamique a encore progressé en Afghanistan. Qui tient l'Afghanistan aujourd'hui ? Selon des chiffres publiés au début de ce mois, le gouvernement ne contrôlerait plus que 60% du territoire. Est-ce que ce sont des chiffres crédibles ? Qui tient le pays aujourd'hui ? Alors, les grandes villes sont toutes contrôlées par le gouvernement. Il n'y a aucune grande ville, ou même ville d'importance moyenne, ou petite ville même, qui soit tombée entre les mains des talibans. Simplement, toutes ces villes sont quasiment encerclées. Donc, vous voyez la situation. On a une insurrection qui gagne en profondeur, qui grignote semaine après semaine des districts, des provinces. Et puis, on a les villes en général, qui sont contrôlées par l'armée gouvernementale, avec le soutien américain et le soutien de l'OTAN. Et le groupe État islamique, disions-nous, progresse en Afghanistan. Alors, est-ce qu'on peut estimer cette progression ? C'est très difficile parce que finalement, l'Afghanistan est un pays où on change facilement de camp. Un groupe qui est affilié aux talibans peut très bien, le jour d'après, rejoindre l'État islamique, puis revenir auprès des talibans. C'est des questions compliquées où intervient évidemment des raisons d'ordre clanique, tribal, religieuse, et puis aussi le fournisseur. Si par exemple un chef taliban offre davantage d'armes qu'un chef rallié à l'État islamique, eh bien le groupe va à nouveau changer de camp. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. On peut simplement dire qu'il y a un noyau très dur de l'État islamique dans l'est du pays, dans la province du Nangarhar, par exemple, où là, ils sont implantés depuis des années, qu'ils progressent également dans la région de Kunduz, qui est une région extrêmement stratégique. Et puis maintenant, avec cet assassinat des employés du CICR, on voit qu'ils sont dans la province frontalière de l'Ouzbékistan, du Turkménistan. Et là, effectivement, ce n'est pas tellement une surprise parce que on sait que beaucoup de militants ouzbeks sont gagnés par les idées venus d'Ouzbékistan, sont gagnés par les idées de l'État islamique. Jean-Pierre Perrin, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas si c'est le terme idoine, mais une fusion au fond entre les talibans et les djihadistes du groupe État islamique qui combattent peu ou prou sous la même bannière ?
Je ne crois pas, je ne crois pas. Tout est possible, effectivement, mais je ne crois pas. Il y a deux visions du djihad qui sont radicalement différentes. Pour les talibans, nous avons un djihad qui est un djihad assez nationaliste. Il s'agit de reconquérir l'Afghanistan pour le transformer en émirat islamique. Pour l'État islamique, ou Daesh, comme on voudra, on est en présence d'un djihad global, mondialisé. C'est-à-dire que l'Afghanistan est une pièce sur un grand échiquier, et donc c'est un djihad transnational. Vous voyez, nous avons deux conceptions du djihad diamétralement opposées. Je crois que les deux sont aussi radicaux l'un que l'autre en ce qui concerne la question des femmes, la question des mœurs, la question des obligations religieuses. Mais où ils divergent, c'est sur la vision stratégique de la guerre. Alors, il y a les talibans, le groupe État islamique, très présent de plus en plus, et ces attentats quasi quotidiens qui soulignent l'échec des opérations militaires qui ont commencé il y a plus de 15 ans, opérations menées par les armées occidentales. Et vous écrivez dans votre livre, Jean-Pierre Perrin, que c'est là l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire, mais qu'on ne veut pas encore admettre. C'est ça ? Oui. Absolument, absolument. Personne ne veut le dire, personne ne veut le dire avec suffisamment de conviction, mais quand on regarde les faits, nous avons eu la première armée du monde, l'armée américaine, nous avons eu la première organisation de défense du monde, l'OTAN, nous avons vu encore d'autres alliés qui sont venus, par exemple les Émirats arabes unis ont fait partie aussi de cette coalition et d'autres pays, et cette coalition immense qui a réuni sur une quinzaine d'années plus d'1 million d'hommes quand même, a été mise en échec par quelques dizaines d'irréguliers. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui a fait la défaite des armées occidentales en Afghanistan ? Il y a plusieurs raisons, évidemment, mais simplement des mines antipersonnelles, ce qu'on appelle les roadside bombs, les IED aussi, qui, le long des chemins, sur les routes, ont fait exploser les convois et finalement ont causé environ 70% des pertes de l'OTAN. Ça, c'est une des raisons de cet échec. Et puis, là, vraiment aussi, l'OTAN s'est planté, comme on dit vulgairement, s'est planté en Afghanistan en commettant toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc, elle a laissé faire la corruption, elle a laissé un népotisme s'installer. Au départ, les armées occidentales ont plutôt bien été accueillies par les Afghans qui étaient épuisés par déjà 25 années de guerre. Et elles étaient les bienvenues, à part dans certaines régions irréductibles. Mais peu à peu, elles ont gâché tout ce crédit. On ne peut plus gagner cette guerre du côté occidental ? Ah non, on ne peut plus gagner cette guerre. Non. Maintenant, on est réduit à attendre le bon vouloir des talibans. Quand les talibans voudront-ils négocier avec le gouvernement de Kaboul qu'ils ne reconnaissent pas ? On voit d'ailleurs sur les marges, on voit déjà la Chine qui négocie directement avec les talibans. On voit la Russie qui négocie directement avec les talibans. Et sans doute l'Iran aussi négocie directement avec les talibans. Donc on voit finalement une situation accablante. Et puis le Pakistan porte une responsabilité écrasante dans cette défaite occidentale. Les Occidentaux n'ont pas voulu faire pression suffisamment sur les Afghans pour reconnaître certains droits aux Pakistanais et n'ont pas fait non plus de pression suffisamment importante sur les Pakistanais pour mettre fin au soutien du Pakistan aux talibans. Le djihad contre le rêve d'Alexandre, ça c'est le titre de votre livre. Pourquoi faire ce parallèle entre l'échec de la coalition occidentale dont on vient de parler et ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, l'échec d'Alexandre le Grand ? Pourquoi ce parallèle, Jean-Pierre Perrin ? Alors, il n'a pas vraiment échoué, Alexandre. Hein. Il s'est arrêté. Comment ? Il s'est arrêté. Oui, non, ensuite, il avait d'autres ambitions. Il avait les ambitions d'aller conquérir les Indes, par exemple. Donc, il est resté quelques années. C'est vrai qu'il a eu affaire à de fortes rébellions. Mais Alexandre. C'est quelqu'un qui combat en première ligne. C'est quelqu'un qui est blessé au combat. C'est quelqu'un qui fait pour la première fois l'expérience de la guerre asymétrique, c'est-à-dire une grande armée face à des bandes d'irréguliers, face à des groupes divers. Et finalement, son empire ne lui survivra pas. Mais dans la région qui nous concerne, c'est-à-dire la grande chaîne de montagnes de l'Hindou-Kush, qui descend directement de l'Himalaya, et sur ces districts, sur ces provinces afghanes qui sont actuellement en rébellion contre le pouvoir central, eh bien, il a plutôt réussi, puisqu'il y aura à peu près
quarantaine de générations, 42 je crois, qui vont lui succéder. 42 rois grecs ou gréco-indiens, comme on voudra, mais qui vont lui succéder. Si vous voulez, on va parler grec dans cette partie du monde, l'Afghanistan et de l'autre côté du Pakistan, aujourd'hui, jusque vers le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est considérable. Vous voyez, pendant 500 ou 600 ans, le grec va s'imposer dans la région. La culture grecque va se marier avec des cultures locales. La statuaire grecque va fusionner avec le bouddhisme pour donner cet art du Gandhara extraordinaire, cette fusion entre l'Occident et l'Orient qui est unique. Et donc, il n'a pas échoué, Alexandre, finalement. Alors après, évidemment, il y aura les grandes invasions nomades qui vont détruire cet empire. Enfin, ces royaumes qu'on appelle gréco-bactriens, mais il n'a pas échoué. En revanche, tous les successeurs d'Alexandre vont échouer. Alors évidemment, le plus fracassant, c'est l'armée soviétique qui va s'enliser en Afghanistan et finalement être battue, être obligée de se retirer. Et puis aujourd'hui, l'OTAN. Alors le parallèle, c'est que le rêve d'Alexandre était extrêmement généreux. C'est une utopie qui était magnifique. Finalement, il s'agissait que les cultures orientales et occidentales se rejoignent, se mêlent, une sorte d'osmose. Et le rêve djihadiste, lui, est totalement différent. C'est un rêve finalement extraordinairement sectaire, où toutes les autres religions doivent disparaître ou s'incliner. Alexandre, lui, n'avait pas du tout cette vision du monde. Alexandre, dont on rappelle qu'il était d'origine macédonienne. Il y a eu aussi ces images terribles qu'on a vues en 2001, la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans. Vous revenez d'ailleurs sur cet épisode dans le livre dont je parlais, Menace sur la mémoire de l'humanité. Ce moment de l'histoire est annonciateur, les Bouddhas de Bamiyan, de ce qu'on observe aujourd'hui, notamment à Palmyre. On est face à une entreprise méthodique de destruction du patrimoine et ça va se poursuivre, Jean-Pierre Perrin? Absolument. Juste un détail sur les Bouddhas qui est important, c'est que les Bouddhas, ils ont le visage d'Apollon. C'est Apollon qui est représenté sur ces Bouddhas. On voit la fusion entre l'art grec et la religion bouddhiste. C'est absolument unique. Et c'est grâce à cet art grec, finalement, que Bouddha va prendre un visage. Avant, il n'en avait pas. Pour revenir à la destruction du patrimoine, oui, il y a une volonté systématique, aussi bien des talibans d'ailleurs que de l'État islamique, de détruire tout ce qui est arrivé, toutes les civilisations antérieures à l'islam. Alors ça, c'est la raison majeure. Il y a d'autres raisons aussi. C'est probablement du côté des talibans la volonté de châtier les populations du centre de l'Afghanistan qui sont chiites, donc hérétiques. Et puis à Palmyre, c'est la volonté profondément de choquer les Occidentaux qui finalement ont fait de ces ruines, de ces sites antiques, une religion. On a aujourd'hui en Occident la religion du musée. Quand on va en Sicile, c'est pour voir les sites antiques, par exemple, notamment. Et donc, l'État islamique, qui ont des théologiens et des penseurs qui savent extrêmement au fait de la civilisation occidentale, font ça aussi pour provoquer l'Occident. C'est de la même façon que l'esclavage est pratiqué auprès des femmes et yézidis pour choquer aussi l'Occident. Il y a tout on est dans une guerre des cultures, quand même, voulue par l'État islamique. Il y a eu au mois de décembre dernier le régime syrien qui avait organisé un colloque d'archéologie pour discuter de l'avenir des sites antiques, Palmyre en tête évidemment. Certains archéologues français notamment y ont participé. On les a critiqués en disant qu'ils faisaient allégeance au régime, une forme de collaboration. Pour vous, c'était légitime d'y aller, de répondre à l'invitation de Bachar el-Assad pour aller discuter de ce patrimoine ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il faut toujours essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Non, parce que le régime de Bachar el-Assad a une responsabilité écrasante, accablante dans la destruction des sites antiques. Évidemment, il n'a pas détruit à coups de bulldozer des temples de Palmyre, mais si on regarde bien, il les a laissés piller par ses soldats. Ces sites ont été ravagés par les bombardements syriens. Je veux dire, des villes magnifiques qui se trouvent à l'intérieur de la Syrie. Bosra, par exemple, sont bombardées par les hélicoptères à coups de TNT, les hélicoptères du régime, évidemment. Donc je crois que les destructions du patrimoine, qu'elles soient le fait de l'État islamique
ou du régime sont les deux faces d'une même médaille. Le régime se sert des sites pour attirer la sympathie des pays occidentaux, mais ces sites lui importent peu, et s'il faut les raser pour gagner la bataille, il les rasera sans une hésitation. Quel terrible constat, Jean-Pierre Perrin. Comme correspondant pour le journal Libération, vous aviez couvert les premiers temps du conflit syrien, à Alep notamment, et hier on a eu ce rapport de Human Rights Watch qui montrait que des attaques chimiques au chlore notamment avaient été perpétrées par les forces gouvernementales lors de la dernière offensive contre Alep entre novembre et décembre dernier. Comment qualifier ce qui s'est passé à Alep? Vous avez, je crois, parlé d'urbicide, vous. Que veut dire ce terme? Alors c'est la mise à mort d'une ville, comme d'un être humain. On considère que la ville est un être humain et il s'agit par tous les moyens de l'assassiner. C'est ce que le régime syrien fait depuis qu'il est régime syrien. Je veux dire, en 1982, l'urbicide est commis contre la ville d'Amman, grande ville qui s'est révoltée. Enfin, il y a des bandes d'islamistes qui ont cherché à prendre le pouvoir, et la riposte syrienne, de l'État syrien, est absolument effroyable. D'après mes calculs, entre 15 et 20 000, voire 25 000 personnes seront assassinées lors de la reprise de la ville, des civils, parce qu'évidemment, les guérilleros islamistes ont fui depuis longtemps. Et donc, c'est simplement un châtiment collectif. Ensuite, on a eu à Beyrouth aussi, alors bien après la guerre du Liban, où le régime a assassiné une quinzaine d'intellectuels et d'hommes politiques, à commencer par Hariri, mais aussi des écrivains, des philosophes. Donc là aussi, c'est une façon d'urbicide. On tue les intellectuels pour mieux soumettre la ville. Et puis nous avons ce qui s'est passé à Homs aussi, où nous avons un urbicide caractérisé, et puis à Alep. Est-ce que les choses sont en train de changer? L'Assemblée générale des Nations unies a accepté récemment de créer une structure indépendante dans le but de faciliter les enquêtes à venir pour ce qui s'est fait en Syrie. Structure basée à Genève d'ailleurs, où une cinquantaine de personnes travailleront. Est-ce qu'on va là vers une forme de justice, une sorte de premier pas vers un tribunal pénal international pour la Syrie, Jean-Pierre Perrin? C'est un tout petit pas, c'est toujours mieux que rien, c'est un tout petit pas, mais il est bien tardif, il est bien lent, si vous voulez, ça n'aboutira pas avant des années, et puis de toute façon, la Russie, l'Iran, d'autres pays feront obstacle. Nous sommes en présence quand même d'un des régimes les plus effroyables. L'État islamique est sans doute le groupe le plus terroriste, le plus abominable qui soit, mais nous avons face à lui un régime dont les pratiques, dont la torture, comme le montre le rapport d'Amnesty International, sur les 13 000 pendus dans les prisons syriennes. Ça fait des années que j'écris sur les exactions commises par la Syrie. Et j'en ai recensé, mais d'innombrables. Ça n'a évidemment... ça n'a intéressé personne. Maintenant, on s'y intéresse davantage parce qu'il y a le conflit. Mais je crois qu'on a affaire à un régime absolument terrible, semblable à celui de Saddam Hussein, par exemple, ou de Kadhafi. Ça s'appelle Le djihad contre le rêve d'Alexandre. C'est votre dernier ouvrage. On a parlé de l'Afghanistan, on a parlé de la Syrie. Deux autres thèmes issus de la presse suisse, romande et alémanique qui vont, à n'en pas douter, vous faire réagir. Bon, on va commencer par la France. Allons-y. Marine Le Pen peut être élue présidente. C'est plus de la science-fiction, c'est ce qui est dit dans le journal Le Temps. Valérie Drouot. Oui, une pleine page dans le quotidien ce matin qui explique que, vu le caractère imprévisible de cette campagne, vu les précédents du Brexit et de l'élection de Donald Trump, la candidate du Front National peut rêver d'un destin élyséen. Elle est en phase avec la colère des Français, des classes populaires et moyennes qui sont séduites par son discours anti-système, protectionniste et étatiste. Son plus grand concurrent, François Fillon, qui représente une alternative convaincante pour un virage à droite, est empêtré, lui, dans ses emplois fictifs présumés. Et avec l'actualité aussi qui peut la servir, les policiers sont en colère, les banlieues explosent, la crise grecque même repart, dit le coordinateur de son programme politique. Si Marine Le Pen devient le repère, elle peut gagner. Voilà, nous les Suisses regardons avec toujours beaucoup d'intérêt et commentons très souvent la politique française. Encore ce matin, Marine Le Pen peut être présidente, Jean-Pierre Perrin? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'elle peut être évidemment au second tour. Là, il n'y a pas beaucoup de doutes. Mais je ne crois pas qu'ensuite, il reste quand même un pas
un très grand pas à franchir quand même. Passer de 30% à 50%, évidemment, même en prenant en compte qu'une partie des Français n'iront pas voter parce qu'ils sont accablés par le niveau pris par la politique française quand même. On est tombé très bas. Je veux dire, aucun homme politique français aujourd'hui n'est à la hauteur de cette élection. Nous avons un parti socialiste fragmenté au-delà de l'imaginable. Nous avons une droite. Alors même si M. Fillon sort blanchi de cette affaire, légalement, si vous voulez, mais reste que moralement, il est indéfendable. Moralement, il a triché. Moralement, il a fait des choses que lui-même, en fonction de ses idées, aurait dû condamner. Et ça, c'est bon pour Mme Le Pen. Et c'est très bon pour Mme Le Pen, évidemment. Mais est-ce que ça suffira pour combler, si vous voulez, il y a eu l'inquiétude qu'elle suscite n'a pas complètement disparu chez les Français. On sait qu'il y a un double discours quand même. Alors évidemment, elle va séduire les couches populaires, les classes moyennes, une partie des gens aussi, des classes aisées. Mais je crois quand même que d'abord, tout ce qui reste de gauche fera bloc contre elle. Une droite et un centre ne sont pas prêts non plus à voter pour elle. Je crois quand même que l'espace à franchir reste considérable pour elle. Et je ne la vois pas présidente de la République, au risque évidemment de me tromper. Vous ne croyez pas à son élection, comme d'autres ne croyaient pas au Brexit ni à l'élection de M. Trump. Je vous retourne la question comme ça. Oui, vous pouvez, mais le Brexit, finalement, j'étais moins sûr, moi, que le Brexit ne passe pas. Évidemment, j'entendais toute la journée qu'il ne passerait pas, mais en regardant les faits, ça ne me surprend pas tant que ça. Et puis, ça s'est joué, évidemment, dans un mouchoir de poche aussi. Mais pour Trump, évidemment, la surprise est beaucoup plus grande. Mais finalement, Trump n'a pas gagné, si vous voulez, à la loyale, puisque on sait que Hillary Clinton a quelques millions de voix de plus que lui. Enfin, c'était le système américain, il ne l'a pas perverti en l'occurrence. Absolument. Bon, on va parler de Donald Trump, qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Esther Coco, c'est une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir auprès des colons israéliens, comme le montre un reportage du Tages Anzeiger. À Bel Et, ce sont dans les territoires occupés. Oui, Bethel est considérée comme une des colonies israéliennes les plus radicales des territoires occupés. 400 000 colons vivent au milieu de 2 millions de Palestiniens à 2 pas de Ramallah. Jusqu'ici, ces colons israéliens qui réclament leur droit à cette terre en tant que descendants de Jacob se sont établis malgré la pression internationale. Mais depuis l'élection de Donald Trump, ils sont remplis d'espoir car le président américain est un ami de Bethel. En tant qu'homme d'affaires, Donald Trump avait versé $10 000 à une fondation qui a permis de construire l'école religieuse de la ville. Une autre fondation, celle de son beau-fils cette fois-ci, a aussi versé $20 000 pour le développement de cette bourgade où derrière des murs et des barbelés ont surgi des logements, des jardins, des crèches et même une piscine. Alors personne ne sait vraiment quelle sera la politique de Donald Trump au Proche-Orient, mais côté palestinien, on craint qu'un abandon de la solution à 2 États ne conduise à davantage de violence, voire à un développement de l'État islamique en Palestine. Jean-Pierre Perret, il nous reste une grosse minute, après on doit se quitter malheureusement. Est-ce que c'est vers cela qu'on va, la fin de la solution à 2 États au Proche-Orient ? Ça fait un moment que je n'y crois plus à la solution des 2 États. Je n'y crois plus parce que, premièrement, Netanyahou n'en veut pas. Sinon, il aurait fait quelque chose. Donc, il ne veut pas de cette solution à 2 États. Et maintenant, il a Trump derrière lui. Oui, il a Trump derrière lui, en plus. Donc, en plus, quand on se balade un petit peu en Palestine, on est accablé par la progression des colonies. Il y en a partout, sur toutes les collines. On a l'impression que cet État palestinien, s'il voyait le jour, ne serait absolument pas viable. Vous ne pouvez pas vivre quand même entouré par des gens qui vous haïssent quand même, parce qu'il y a une haine du colon, en général, du colon israélien pour le palestinien, et vice-versa aussi, ce qui est normal. Mais je voudrais en profiter aussi pour dire une chose, qui est une responsabilité accablante de la communauté internationale, mais des Palestiniens eux-mêmes. Enfin, je vais revenir un instant sur la Syrie. Il y a eu ce camp palestinien, cette ville palestinienne près de Damas, qui s'appelle Yarmouk, encerclée par l'armée syrienne pendant des années, affamée, où les gens sont morts de faim. Et on n'a rien vu du côté de Ramallah pour dénoncer cet herbicide, encore une fois. On n'a rien vu du côté de Gaza non plus pour dénoncer cet herbicide. Responsabilité des Palestiniens, oui. Et puis du monde arabe en général, qui s'est déshonoré, vraiment déshonoré, en ne venant pas au secours, ne serait-ce que verbalement, ou par des manifestations, pour cette pauvre ville de Yarmouk, palestinienne donc, dont les habitants sont morts de faim.
Oui, malheureusement, on doit se quitter. Écoutez, mais ça nous donne une piste de réflexion qu'on a peu entendue sur cette antenne, notamment la responsabilité des Palestiniens aussi dans ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Perrin. Vous êtes grand reporter. C'est moi qui vous remercie. Le Merci djihad beaucoup. contre le rêve d'Alexandre. Merci d'avoir été notre invité ce matin.